Vous écoutez 100% Nature sur Radio Aléo. Présent en Europe depuis près de 20 millions d'années, le pic-et-pêche est le plus répandu des pics. Essentiellement insectivore, il a été officiellement reconnu utile à l'agriculture en 1902 et bénéficie d'une protection totale sur le territoire français depuis 1981. Affectionnant les forêts ou parcs peuplés de vieux arbres, le pic-et-pêche est assez difficile à voir, mais on peut entendre ses tambourinages sur les troncs à 800 mètres à la ronde. Doté d'une anatomie particulière, l'oiseau est en effet capable de donner entre 5 et 20 coups de bec par seconde à une vitesse moyenne de 25 km/h. Ce petit grimpeur est considéré comme une espèce parapluie, en ce sens que les cavités qu'il creuse vont ensuite bénéficier à d'autres animaux comme les chouettes de Tanghalm, les mésanges, les citelles torche-peau, les loirs, les muscardins, les frelons ou bien encore les guêpes. Pour tout savoir sur cet oiseau aux couleurs flamboyantes et au mode de vie plutôt solitaire, nous avons le plaisir d'accueillir par téléphone Julien Arbé, photographe et éducateur à l'environnement dans le département du Jura. Bonjour Julien. Bonjour. Alors Julien, le pic-et-pêche c'est le plus répandu des pics, on le disait en introduction, et on le reconnaît notamment grâce à son joli plumage noir, blanc et rouge. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles sont ses particularités morphologiques, alors des particularités qui vont lui permettre entre autres notamment de très bien grimper sur les troncs? Comme tous les pics, il a un grand bec costaud qui est à croissance continue, donc il va grandir pendant toute sa vie. Il va avoir des gros ongles avec lesquels il va s'agripper au tronc pour grimper le long des troncs parce qu'il va chercher sa nourriture derrière les écorces ou dans les bois morts. Il a un crâne très épais parce que vous l'avez dit dans l'introduction, quand il tambourine très vite et très fort. Et du coup, pour encaisser les chocs, il a un petit cartilage à la base du bec qui fait qu'il va pouvoir encaisser les chocs et un crâne très épais pour éviter que le crâne il se fende. Et puis pour finir, deux choses, il a très peu de liquide autour du cerveau, très peu de liquide céphalique. Donc ce qui fait que quand il frappe sur les troncs, son cerveau il se promène pas dans tous les sens. Et une dernière chose qui est rigolote, c'est qu'il a une langue très longue, une très longue langue. On va dire qu'il fait le tour du cerveau, qui est un petit peu élastique. Et donc il se sert de cette longue langue pour aller chercher des insectes qui sont dans les bois morts. Et la langue va aussi amortir le cerveau quand l'oiseau va tambouriner sur les troncs. En fait, si vous voulez, le cerveau il va être amorti par la langue et il va pas taper directement sur le crâne. Julien, comme tous les pics, le pic-et-pêche, il vole d'une façon très singulière, un peu en forme d'onde. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Il va voler d'arbre en arbre en fait, où il va chercher sa nourriture. Il fait pas des très grands vols, c'est pas un oiseau migrateur. Sa manière de voler, c'est de donner quelques coups d'aile, des coups d'aile qui sont assez brefs, assez rapides. On sent la puissance dans ses battements. D'ailleurs, il a des ailes noires, il y a un pigment qui s'appelle la mélanine qui durcit les plumes, lui permet de prendre de l'élan. Donc il donne 3-4 coups d'aile, puis ensuite il replie des ailes le long du corps. Donc là, il va retomber un petit peu. Il redonne 3-4 coups d'aile, ça le fait remonter, puis il retombe, etc. Donc en fait, il monte, il tombe, souvent en criant. C'est vrai que c'est un vol assez caractéristique qui est commun à tous les pics. C'est quoi la taille à peu près d'un pic-et-pêche, Julien ? Ça fait 25 cm de haut à peu près. Du haut de la tête jusqu'au bas des plumes du croupion. Il y a des différences entre les mâles et les femelles ? Alors il y a une petite différence au niveau de la tête. Le mâle a un petit peu plus de rouge sur la tête que la femelle. Sinon au niveau des couleurs des plumes, des ailes, de la queue, non, il n'y a pas de différence à proprement parler. Alors il vole un peu en ondes avec des petits coups d'aile successifs très brefs. Il peut donner une vingtaine de coups de bec par seconde. C'est un oiseau qui est assez nerveux au niveau du comportement. Oui, assez. D'ailleurs, ceux qui écoutent la radio et qui ont une mangeoire près de chez eux, s'ils ont déjà observé un pic à la mangeoire, ils ont sûrement remarqué que les autres oiseaux, ils s'aventurent pas trop quand il y a le pic-et-pêche qui s'est installé, un peu comme dans son restaurant. C'est un oiseau qui est assez caractériel, il est territorial. Après, il est nerveux quand il cherche sa nourriture, disons qu'il n'a pas le choix parce que il va se nourrir de larves d'insectes qui vivent à l'intérieur du bois mort ou malade. Et donc ces larves d'insectes, il faut pouvoir aller les chercher. Donc il faut forer les trous dans les arbres avec son bec puisqu'il a que ça. Donc c'est sûr que s'il est un peu trop mou le matin où il a du mal à se réveiller, je pense qu'il ne doit pas manger beaucoup. Et comment il va les repérer, ces insectes ? Il y va au talent ou il les entend ? Comment ça se passe ?
J'ai observé une fois un pic-et-pêche qui forait avec frénésie dans une souche à un endroit bien précis. J'ai vu repartir avec une grosse larve de capricorne ou longicorne. Donc clairement là il l'avait repéré. Comment? Alors apparemment dans les livres il est souvent fait allusion au bruit que font les petites bêtes en grignotant le bois. Les larves d'insectes elles font un petit bruissement à l'intérieur du tronc que le pic arriverait à repérer, à l'ouïe. Après il y a aussi des galeries qui sont creusées par les insectes, traversent l'écorce, puis vont ensuite dans le bois dur qu'il y a sous l'écorce et elles sont visibles aussi, ça fait des petits points. Ça fait des points plus ou moins gros, on va dire de 1 à 2 mm de large jusqu'à quasiment 1 cm en fonction des larves. Et les plus grosses larves laissent des traces de sciure en bas du tronc, donc c'est aussi visible. Alors je sais pas s'il utilise la vue ou seulement l'ouïe, mais en tout cas il arrive à le dénicher sans aucun problème. Et parfois il utilise même son bec comme un outil pour par exemple casser des coquilles. Il est surtout insectivore, il peut manger aussi des œufs ou des oisillons. Ça arrive, alors c'est pas la base de son régime, hein, c'est assez exceptionnel, mais ça arrive. Voilà, s'il trouve une nichée de mésanges par exemple dans un arbre, si les mésanges sont toutes petites, il va pouvoir les croquer. Donc il est surtout insectivore, mais il peut être carnivore, il peut être granivore aussi, puisqu'il mange pas mal des graines qu'il y a à l'intérieur des pives, donc des pommes de pin, de sapin et d'épicéa. Il va manger des noisettes, il va manger toutes sortes de graines, autant de feuillus que de résineux. On en parlait dans l'introduction, Julien Arbet. Au printemps, on entend souvent le pic-et-pêche tambouriner sur les troncs. Alors ça va lui servir, il me semble, non seulement à marquer son territoire, vous en parliez tout à l'heure, mais aussi à trouver une partenaire. Oui, exactement. Il y a 2 périodes dans l'année où les pics, tout pic confondu, vont tambouriner beaucoup. Alors on entend surtout le pic-et-pêche parce que c'est le plus commun. C'est au printemps, pendant la période de reproduction, et à l'automne. Au printemps, donc il tambourine pour dire ici c'est chez moi, et il tambourine, alors c'est plus le mâle et la femelle vont tambouriner, mais davantage le mâle va tambouriner pour dire moi je cherche une partenaire. C'est une manière de se mettre en couple. En fait, c'est un oiseau qui va utiliser plus le bruit du tambourinage, qui va porter plus loin que son propre chant. Alors il chante aussi, c'est même un des plus bavards parmi les pics, mais il utilise autant le tambourinage que son chant pour attirer la femelle. Et ça ressemble à quoi, son chant? Ça fait un petit peu un rire un peu cynique. Allez, je me lance, mais c'est la radio, ça va faire mal aux oreilles. Il y a les copains qui m'entendent. Très bien limite. Donc c'était le cri du pic-et-pêche. Ouais, écoutez si vous avez l'occasion sur un CD de chant d'oiseau ou sur internet, vous allez voir que c'est un chant que vous avez déjà entendu. Donc voilà, alors des coups de bec pour trouver sa partenaire et aussi pour prévenir qu'on se trouve sur son territoire. Ce sont des territoires assez grands ou pas? En période de reproduction, quand mâle et femelle couvent les œufs et qui nourrissent les jeunes, en général, ils vont pas trop loin du nid pour alimenter les petits. Les observations que je faisais sur des petits qui avaient déjà bien grossi, c'était un nourrissage à peu près en 10 minutes et toutes les 20 minutes. Hors période de nourrissage, j'imagine son territoire est plus grand. Il va fréquenter des endroits où il y a du bois mort sur pied ou au sol. Et après, plus il y aura de bois mort dans la forêt, plus il aura de nourriture et moins sera grand son territoire. S'il se trouve dans une forêt où les bois morts sont assez facilement sortis de la forêt, il va avoir tendance à agrandir son territoire pour avoir suffisamment à manger. Et alors, en dehors de cette période des amours, il me semble que c'est un oiseau qui a plutôt un mode de vie solitaire. Il est assez solitaire, il peut se remettre en couple aussi un petit peu à l'automne. Octobre, novembre, même jusqu'à début décembre, on peut en voir en couple. Mais c'est vrai que c'est surtout au printemps, pendant l'élevage des jeunes, que mâles et femelles vont être ensemble. Une fois que les jeunes sont dispersés, après, ils vont repartir chacun de leur côté, ils vont se nourrir. Enfin, la femelle va continuer à nourrir les jeunes, mais pas le mâle. Et puis ils peuvent se retrouver à l'automne pour passer l'hiver ensemble sur le même territoire. Mais généralement, il est solitaire le reste de l'année. Vous avez déjà eu la chance d'observer les convoitises nuptiales ? J'ai vu des combats, de l'intimidation entre différentes espèces de pics, de l'intimidation entre 2 pics-et-pêche, donc 2 oiseaux de la même espèce mais qui faisaient pas partie du même couple. Mais j'ai jamais vu de parade amoureuse et j'ai jamais vu non plus d'accouplement. J'aimerais bien voir un accouplement. J'ai jamais vu d'accouplement chez aucun pic. Alors après l'accouplement, c'est le mâle qui va creuser la loge, loge qui sera destinée à accueillir les œufs. Ça ressemble à quoi? Une loge, c'est un nid de pic. Donc il est creusé, on va dire, à partir de... Ça peut aller
à moins de 2 mètres de haut jusqu'à 10-12 mètres de haut, peut-être même plus. Et puis le trou fait 4 cm, 4 cm et demi de diamètre à peu près. Donc le trou d'entrée est petit, permet juste le passage de l'oiseau. Mais à l'intérieur, le tronc est creusé de manière à avoir une cavité un peu plus grosse pour pouvoir accueillir les œufs et les oisillons. Il met en gros 1 mois à peu près pour creuser sa loge. C'est un oiseau qui s'adapte bien, on peut le retrouver dans tout type de milieu. Ouais, c'est un pic assez fréquent qu'on va trouver en plaine, en montagne, en campagne, en ville, dans des parcs urbains, vous l'avez dit. C'est un oiseau qui est assez proche de l'homme, qui va habiter autant les grands massifs forestiers que des zones de bocage, que des zones plus ouvertes, que des bords de rivières. Peut-être c'est un des moins difficiles parmi les pics. Et il creuse quoi comme type d'arbre? Il creuse dans des arbres morts ou plutôt des arbres en pleine vie? Alors il y a des pics qui creusent des arbres vivants et en pleine forme, une fois dans l'année pour faire un nid. Alors c'est l'œuvre des gros pics, pics verts, pics noirs. Par contre, le pic épêche, qui est un pic qui est beaucoup plus petit, qui a moins de force, il va pas avoir la possibilité de creuser des gros troncs parce que le bois il sera trop dur. Enfin, des troncs vivants, on va dire. Donc il va plutôt creuser des troncs morts ou malades. Donc un arbre qui a été champignonné va être un peu plus tendre, un peu plus mou, plus facile à creuser. Il va aller de préférence dans ces arbres-là. J'ai pas de connaissance de pic épêche qui ait creusé sa loge dans un arbre vivant. Alors la femelle, elle va déposer ses œufs entre 5 à 7 vers avril, mai et juin. Comment ça se passe ensuite pour ce couple de pic et pêche? Il faudrait vérifier parce que je m'avance, parce que je compare à d'autres pics que je connais mieux. Mais je pense que mâles et femelles, ils couvent à tour de rôle, comme chez tous les pics, ça doit être comme ça. Pendant qu'il y a le mâle qui couve, la femelle va se nourrir. Ensuite, quand la femelle revient, c'est le mâle qui repart. Ils vont intervertir comme ça à tour de rôle pendant plusieurs semaines. Et puis ils vont nourrir aussi à tour de rôle, mâles et femelles, les oisillons, avec de la bouillie d'insectes. Donc ils vont aller ramasser des insectes en forêt. Ils vont les régurgiter dans le bec des petits, qui appellent à grande voix. C'est souvent comme ça qu'on localise les loges qui sont habitées. Depuis l'intérieur de leur loge, on entend des cris, des cris, des cris. Et tout d'un coup, ça se tait. Quand ça se tait, c'est qu'il y a l'adulte qui vient de repartir chercher à manger pour ravitailler la portée. Alors les petits qui vont effectivement, évidemment, rester dans le nid jusqu'à l'envol. Ils restent dans le nid jusqu'à avoir la capacité de voler, dès qu'ils ont des plumes, parce qu'au début ils ont que du duvet, donc ils sont sensibles au froid, l'humidité. La femelle reste sur eux pour les réchauffer quand il fait frais. Ensuite ils vont avoir des plumes, et quand ils ont suffisamment de plumes et qu'ils savent voler, ils vont quitter la loge, mais ils sont pas indépendants pour autant. Ils continuent à se faire nourrir par les adultes. Dans les alentours du nid, on va dire dans la forêt, là ils sont beaucoup plus durs à localiser, ils sont plus durs à voir parce qu'ils sont un petit peu dispersés. Mais c'est pas parce qu'ils quittent le nid qu'ils sont autonomes et qu'ils vont aller faire leur vie. Ils restent encore plusieurs semaines à se faire nourrir par les adultes et puis ils vont quitter le territoire en fin d'été ou à l'automne. S'il survit à sa première année, le pic et pêche est un oiseau qui peut vivre une dizaine d'années. Il a beaucoup de prédateurs, Julien? Alors il y a pas mal de prédateurs du pic et pêche. Je pense en premier à un mammifère qui est arboricole, qui est la martre. Alors la martre, c'est une cousine de la belette ou de la fouine, mais qui est vraiment forestière. C'est un prédateur qui a une grande queue touffue, des petites dents de carnassier, qui va parcourir les branches en hauteur pour aller chercher des œufs, des oisillons, et qui, si elle trouve un pic, qu'elle arrive à le surprendre, elle va le croquer. Que les deux sont diurnes, le pic et la martre, ils chassent la journée. La martre peut chasser la nuit, mais aussi la journée. Par contre, la martre, elle sera trop grosse pour rentrer dans la loge du pic et pêche. Le trou d'entrée de la loge du pic est trop petit pour permettre le passage de la martre. Après, il va y avoir d'autres oiseaux. Alors, je sais qu'il y a une petite chouette dont on a déjà parlé, c'est la chouette chevêchette, qui est un prédateur qui est beaucoup plus petit que le pic et pêche, mais il y a déjà eu des observations, pas faites par moi, mais de prédation de la chouette chevêchette sur du pic et pêche. Et puis après, il va y avoir d'autres chouettes qui peuvent attraper, chouettes ou hiboux qui peuvent attraper des pics au crépuscule. Et puis l'autour et l'épervier qui sont vraiment les deux oiseaux de proie forestiers assez communs qu'on a en France. Ils vont chasser à l'approche. Et puis le pic étant assez bruyant, ils peuvent repérer le pic et puis lui fondre dessus. Et voilà, donc l'autour, l'épervier, les rapaces crépusculaires
Et puis la martre. Il y en a sûrement d'autres, mais c'est les premiers qui me viennent. J'ai lu plusieurs fois une chose qui m'a complètement étonnée, que l'écureuil faisait partie des prédateurs du pic-et-pêche. Écureuil, mais moi je vois ça tout mignon, à manger des noisettes, ça peut manger des oiseaux? Ouais, c'est marrant parce qu'on me fait souvent la même remarque. Moi, j'ai pas connaissance d'écureuil qui a attrapé des pics-et-pêche adultes. Par contre, oui, si l'écureuil il tombe sur des œufs qui sont accessibles, il n'hésitera pas à les manger. Il peut manger des œufs et d'oisillons, alors de pics-et-pêche ou d'autres oiseaux. Hein. Et donc, il est principalement granivore, mais il mange aussi un petit peu de viande et puis une omelette de temps en temps, l'écureuil. Ouais. Julien Arbet, on dit du pic-et-pêche que c'est une espèce parapluie. Concrètement, ça veut dire quoi ça? On va dire que si on préserve cette espèce, on va permettre l'installation d'autres espèces ou préserver d'autres espèces qui sont présentes grâce à lui. La protection du pic-et-pêche est entre guillemets un prétexte, mais bienvenu, pour protéger d'autres animaux. C'est-à-dire qu'une loge de pic, par exemple, dont on a déjà parlé, va pas être réutilisée forcément d'année en année par le même couple. Et du coup, l'année où les pics-et-pêche vont décider d'aller forer un trou ailleurs, le trou de l'année précédente, il peut être mis à profit par d'autres espèces, donc les chauves-souris, les abeilles, le loir, le laireau, etc., etc. Donc, en maintenant le pic-et-pêche, on maintient pas mal d'espèces qui vont utiliser ces loges. Et tout particulièrement pour une espèce dont je vous reparle, c'est la chouette chevêchette. La chouette chevêchette, toute petite chouette de montagne qu'on trouve dans le Jura, les Alpes au-dessus de 1000 mètres, elle va nicher quasiment exclusivement dans des loges de pic-et-pêche. C'est-à-dire que si on veut de la chouette chevêchette, il faut qu'on ait des loges de pic-et-pêche, donc il faut du pic-et-pêche. Et si on veut du pic-et-pêche, il faut garder du bois mort dans la forêt pour qu'il y ait des insectes à l'intérieur. Donc si on veut avoir la petite chouette chevêchette, il faut il faut laisser du bois mort dans la forêt et pas systématiquement nettoyer comme ça se faisait jusqu'à il y a 10-15 ans beaucoup. Voilà, c'est-à-dire que l'espèce, elle n'est pas forcément en danger, mais elle peut souffrir de cette raréfaction des bois morts. Et en quelque sorte, sa vie, elle est directement liée à la façon dont l'homme va gérer les milieux forestiers. Ah ouais, complètement. Parce que 99% des forêts en France sont gérées. Même une forêt qui a l'aspect complètement naturel, elle est façonnée par l'homme depuis des centaines d'années. Et c'est vrai que si on veut garder ces espèces-là, il faut garder du bois mort. Des forêts qui sont trop propres, alors peut-être ça peut sembler joli à certaines personnes, moins beau à d'autres, ça c'est subjectif, mais par contre une forêt trop propre, c'est une forêt qui va s'appauvrir. On va avoir moins de champignons, tout un cortège de champignons et d'insectes qui vont disparaître. Tous les prédateurs de ces champignons et de ces insectes vont être plus rares, etc., etc. Puis après, c'est toute une chaîne alimentaire qui s'effondre. Donc le bois mort, il fait partie du cycle de la forêt. Moi, je dis souvent aux enfants, en animation et même aux adultes, qu'un bois mort, c'est plein de vie. Un arbre mort, c'est plein de petites bêtes et de petits champignons qui vont nourrir un tas d'autres bestioles, et parfois des grosses. Alors nous, on s'intéresse surtout aux grosses parce qu'elles sont jolies, elles sont belles, on les entend, on les voit. Et il y a plein d'autres petites bêtes et petits champignons qui peuvent être assez rares, qui sont recherchés par des passionnés fous furieux qui vouent leur vie à ça. Mais voilà, tout ça, c'est super important. Donc, arrêtons de sortir toujours les branches mortes et les troncs, à moins qu'il y ait, ce soit un danger pour les gens qui s'y promènent au-dessus des sentiers ou voilà. Mais pas broyer systématiquement les branches mortes et puis en faire des petits tas ou laisser les troncs carrément par terre. La nature va s'en occuper très très bien. Est-ce que c'est un oiseau farouche, le pic-et-pêche? Est-ce qu'il est difficile à photographier? Oh non, il n'est pas très farouche. On va pas l'approcher à 2 mètres, Enfin, quoique dans certains parcs urbains où il a l'habitude de voir du monde, on peut le voir de tout près. En pleine nature, là où où il y a un peu moins de passage, on va pouvoir l'approcher, on va dire, assez facilement jusqu'à une trentaine de mètres. Mais avec une paire de jumelles, on l'observe, une fois qu'on l'a localisé, qu'on a entendu le tambourinage, on s'approche doucement. Il faut approcher doucement, par petits pas, attendre, écouter. Et puis une fois qu'on l'a trouvé sur l'arbre en train de taper sur une pomme de pin ou de faire tomber des écorces, là on peut passer 10 minutes, un quart d'heure à l'observer sans trop de problèmes. Il suffit de pas trop bouger et pas trop faire de bruit. Quelles sont les tranches de vie les plus singulières que vous ayez pu observer, Julien?
j'avais fait une petite vidéo d'un pic et pêche qui descendait au sol en lisière forestière, qui ramassait les unes après les autres des pommes de pin, qui les montait au-dessus d'un arbre mort, une chandelle, donc il y a un tronc, on va dire, ébranché, qui accrochait la pomme de pin sur le haut du tronc, là où le tronc était cassé. Il fixait la pomme de pin sur son support, puis ensuite il tambourinait dessus pour aller chercher les graines qu'il y avait à l'intérieur. Alors, je savais qu'il tambourinait sur les pommes de pin pour aller chercher les graines, faire tomber les graines, mais j'avais jamais vu comment il faisait. Et là, j'ai bien observé, et en fait, il tambourine pas n'importe comment, c'est assez méticuleux. On le voit bien sur la vidéo. Il va donner une dizaine de coups sur des écailles des pommes de pin. Ensuite, il va manger les graines qu'il y a dedans. Avec ses pattes, il fait un petit quart de tour. Il fait faire un petit quart de tour à la pomme de pin. Il tape à nouveau. Et il fait faire des tours et des tours et des tours à la pomme de pin comme ça pour aller manger les graines qui sont tout autour. C'est assez rigolo. Votre plus belle photo, celle que vous préférez? C'est une photo assez simple. C'est un pic qui arrive à la loge, les ailes ouvertes. Il arrive pour nourrir ses petits qui sont à l'intérieur, on les voit pas, hein, ils sont à l'intérieur du trou, et il y a une belle lumière du soir, j'ai le soleil dans le dos, c'est le soleil couchant, et tout est un peu couleur orangée avec des tons chauds comme ça dans la forêt. Et puis je m'étais amusé pendant pas mal de temps à essayer de faire cette photo parce qu'il faut cliquer au bon moment. Alors, j'avoue que j'ai utilisé pas mal de rafales, il y a beaucoup de déchets, mais il y en a quand même une ou deux qui sont ressortis plutôt pas mal. Merci beaucoup, Julien Harbet, pour toutes ces précieuses informations sur le pic et pêche, oiseau magnifique qu'on peut d'ailleurs observer notamment dans le parc de Pont-de-Vel. Si nos auditrices et nos auditeurs souhaitent voir des photos de ce petit grimpeur, ils peuvent se rendre sur votre site internet julienharbet, arbez.fr. Merci Julien. Merci beaucoup, au revoir. C'était 100% nature sur Radio Aléo. Retrouvez cette émission sur notre site internet radioaléo.fr.